Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Geneviève de l'entreprise Géoselect qui est bénévole pour Géospatial Québec. Je vous présente Élise. Elisabeth Durel, j'écris, oui, pour l'association Afigéo. Donc, merci d'être là avec nous. Il nous fait plaisir de vous accueillir là, pour discuter de solutions géonumériques au service de la transition écologique avec un axe vraiment territoire et collectivité. Aujourd'hui, pour le volet Québec, nous aurons les interventions d'IVEO suivies d'un retour d'expérience de la ville de Sainte-Julie. Et pour le volet français, ce sera le réseau des crises suivi d'un retour des collectivités Auvergne, Rhône-Alpes et département d'Isère. Donc, quelques consignes là, pour assurer le bon fonctionnement. Je pense que tout le monde a fermé déjà son micro. Puis, on vous invite à allumer votre caméra si vous le voulez bien. Puis, c'est ça, vous avez vu qu'il y a un enregistrement là, du webinaire parce que ça va être diffusé sur les pages web de Géospatial Québec et de l'Afigéo. Puis, pour vos questions, on va pouvoir y aller vraiment à la fin du volet Québec et à la fin du volet France, puis à la toute fin si vous en avez d'autres. Donc, avant de commencer, voici les intervenants qui prendront la parole aujourd'hui. Ils vont avoir la chance de se présenter tour à tour là, lors de leur intervention, puis on les remercie là, pour leur participation. Donc, on va débuter avec une petite mise en contexte. Ce webinaire, c'est le deuxième de la série organisée par Géospatial Québec et l'Afigéo. Qu'est-ce que Géospatial Québec? Ça a vu le jour en 2023. C'est une initiative du Centre de géomatique du Québec, qui est un CCTT, donc un centre collégial de transfert technologique qui est affilié au Cégep de Chicoutimi au Québec. Et lors d'une journée consultative, il est ressorti un constat majeur là, que l'écosystème avait besoin de se mobiliser, puis de se rassembler, puis de discuter des enjeux communs. Donc, jusqu'à maintenant, il y a eu un forum qui a rassemblé d'une centaine de participants et de tous les secteurs, puis s'en est suivi un rapport. D'ailleurs, il y a une deuxième édition là, dès la semaine prochaine. Donc, Ellie, je ne sais pas si tu veux mettre du contexte sur l'Afigéo. Alors, l'Association française pour l'information géographique, Afigéo, elle a une trentaine d'années d'existence et elle réunit effectivement à peu près 200 organismes membres, à la fois du secteur privé, public et du monde académique. Et nous animons effectivement cet écosystème au travers des groupes de travail, d'événements et un certain nombre de productions de ressources en faveur des données, de l'ouverture, du partage et des collaborations. Donc, la plus récente étude, c'est l'étude économique qui a été publiée en 2024 et qui est assez inédite en France puisqu'elle caractérise un peu le poids économique de ce secteur d'activité. Et nous organisons un événement de référence annuel, les Geodata Days, qui change d'une région à l'autre et ça se tient chaque mois, au mois de septembre chaque année. Super. Et effectivement, la dynamique de coopération s'inscrit dans des actions aussi que nous menons à l'export. On vous présentera par la suite les autres axes de notre collaboration sur ce volet. Oui, c'est ça. Donc, la FIGéo et Géospatial Québec, rapidement, là, on a déposé un projet de collaboration qui a été retenu par le programme de coopération institutionnelle France-Québec. Donc, notre thème principal, c'est le géonumérique au service de la transition écologique. Donc, c'est le lien direct avec le webinaire d'aujourd'hui. Puis, cette série-là s'inscrit dans ce plan de coopération-là. Je ne sais pas si tu veux parler rapidement de nos, Oui, de nos alors effectivement, événements. on a la chance d'avoir ces outils qui nous permettent de se connecter à distance, mais ça ne remplace pas le présentiel. Et on a eu la chance, avec certains élus du conseil d'administration de la FIGéo et le président l'an passé, de participer au premier forum géospatial. Et nous aurons la chance d'y retourner donc la semaine prochaine. Et nous y organisons également une présence d'entreprises françaises au Salon Géo Montréal le 8 et 9 octobre. Et cela fait écho à la présence d'une délégation québécoise à l'événement Geodata Days déjà en 2024 à Nantes. Et l'opération s'est réitérée avec une présence aussi plus prononcée. Et vous avez effectivement devenu, je crois, 4 ou 5 entreprises, en plus de la structure Géospatiale Québec, sur notre événement de Marseille qui s'est tenu il y a à peine 15 jours au Parc Chano et qui a été une belle édition avec 1500 participants et une centaine d'exposants. Donc là, Voilà. on rentre un petit peu plus dans le concret de collaboration à la fois plutôt institutionnelle et échange de bonnes pratiques, mais aussi pour nos entreprises, qu'elles puissent effectivement développer de nouveaux partenariats. Puis finalement, à ne pas manquer, là, un dernier webinaire de cette série, là, ce sera en janvier 2026, vraiment sur l'axe formation et recherche avec les jumeaux numériques là, en avant-plan.
Donc, passons maintenant la parole à Benoît d'IVEO pour lancer le volet Québec. Donc, bon webinaire à tous. Merci. Bonjour à tous, je suis en train de partager mon écran, juste me confirmer que tout fonctionne bien de votre côté. Parfait. Écoutez, bonjour à tous. Donc, je suis Benoît, je suis directeur général d'IVEO. Merci Géospatial Québec et Afigéo pour l'invitation à présenter une petite introduction avant de passer la parole à ma collègue amie Mélanie Brisson de la ville de Sainte-Julie qui va présenter un cas concret là, d'une application de la géomatique dans la transition écologique. Je vais me permettre de faire une petite introduction très rapide sur c'est qui IVEO, mais surtout sur l'état de la transition climatique au Québec et pourquoi on utilise aujourd'hui les technologies et notamment la géomatique dans ce contexte. Donc IVEO, c'est un organisme là, très rapidement qui a été créé en 2018, qui a une mission de rendre l'innovation accessible dans le milieu municipal et de rendre accessible l'innovation à toutes les municipalités, quelle que soit leur taille. On accompagne au Québec là, plus de 85 municipalités, agglomérations, MRC dans cette transition vers les nouvelles technologies et l'innovation. L'innovation municipale, rapidement, là, c'est un concept que pas toujours évident à saisir. Qu'est-ce que c'est? Il y a eu beaucoup d'images de l'innovation dans le milieu municipal qui étaient tournées autour des gadgets technologiques avec le concept de la ville intelligente. Chez IVEO, on a une approche très pragmatique là, de l'innovation où on essaie de démontrer aux municipalités que pour faire face à leurs enjeux, qui soient au niveau budgétaire ou environnementaux, pénurie de main-d'œuvre, des services citoyens aussi qui sont de plus en plus exigeants, comment les nouvelles technologies peuvent aider les municipalités à faire face à leurs enjeux quotidiens. On a développé un modèle qui est assez original que je ne présenterai pas en détail aujourd'hui, mais qui est basé en fait sur la relation entre les technologies puis le milieu municipal, où on travaille chez IVEO, donc à plusieurs approches de validation de technologies en milieu réel, en utilisant les municipalités, soit pour faire de l'expérimentation, ce que va démontrer Mélanie tout à l'heure dans sa présentation. Donc comment on peut, quand il y a une nouvelle technologie, utiliser le milieu municipal pour expérimenter, tester ces innovations. Et ensuite, en fonction des résultats qui sont obtenus, comment on transfère ces résultats aux autres municipalités de notre réseau pour qu'elles adoptent elles-mêmes ces technologies. Donc, c'est un modèle qui est en 3 étapes, donc validation de marché, expérimentation, transfert, adoption au niveau de l'ensemble des villes du Québec. L'objectif étant de mutualiser les expertises, les expériences et éviter aussi au milieu municipal qui a souvent peu de ressources de repartir de zéro quand il y a une thématique ou un enjeu auquel elles font face. Donc, rapidement, donc, contexte de la transition écologique au Québec. Donc, il faut savoir qu'au Québec, les municipalités ont l'obligation de réaliser ce qu'on appelait des plans climat, donc des plans de lutte et d'adaptation au changement climatique. C'est quelque chose qui est imposé par le gouvernement du Québec à travers le ministère des Affaires municipales. Donc, il y a tout un processus actuellement là qui est en cours dans le milieu municipal, donc pour réaliser bien sûr ces plans climat et surtout à la fin arriver à déployer des actions concrètes sur le territoire pour baisser l'empreinte environnementale et mieux s'adapter au changement climatique. Donc nous, notre rôle chez IVEO là-dedans, c'est de regarder comment les nouvelles technologies peuvent aider dans les différentes étapes qui sont à suivre dans ce guide. Donc principalement 2 grosses étapes, la collecte de données, l'évaluation des risques. Donc on va regarder aujourd'hui là principalement comment les nouvelles technologies peuvent aider à collecter les données nécessaires à l'élaboration de ces plans climat. Puis ensuite, chez IVEO, on va intervenir aussi quand les municipalités vont devoir déployer concrètement des projets et des actions, comment les projets qu'on a pu développer dans d'autres municipalités peuvent être inspirants puis faciliter là, le déploiement. Donc, on va se concentrer aujourd'hui sur la collecte de données. Puis ici, je vous ai mis directement là, ce qui est indiqué dans le guide du gouvernement du Québec là, qui expose les différentes données que doivent collecter les municipalités dans l'élaboration de leur plan climat.
Donc, bien sûr, on va retrouver des données sur les infrastructures, le réseau routier, les aéroports, les réseaux d'eau. On voit ici là, les collectes d'eau aussi, traitement de l'eau, tous les bâtiments, au niveau de la population, les résidents, les personnes à mobilité réduite, les personnes vulnérables. Donc, et au niveau environnemental, on va aussi voir donc, tous les cours d'eau, les lacs, les eaux, les forêts, les boisés. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de données qui sont nécessaires à collecter pour pouvoir avoir un bon portrait de son territoire et ensuite pouvoir regarder les mesures d'adaptation ou les analyses de risque, notamment si on pense par exemple aux inondations, en fonction des cours d'eau, des reliefs, comment tout ça va avoir un impact sur la municipalité. Donc, pourquoi on parle de nouvelles technologies? C'est parce qu'on est convaincu chez IVEO que de faire cette collecte de données à la main, c'est extrêmement compliqué. C'est très très long et le temps d'acquérir ces données à la main, sans doute que ça va prendre plusieurs mois, voire plusieurs années, et donc ça va retarder l'élaboration des plans climat. Donc, première chose, comment utiliser les technologies pour essayer donc d'aller plus vite dans l'acquisition de l'ensemble de ces données. Deuxièmement aussi, d'acquérir les données. C'est sûr que ça va être fait à un moment donné, hein. Il y a une approche temporelle dans cette acquisition. Et au plus, on va pouvoir utiliser des technologies qui permettent de mettre à jour rapidement ces données. Au plus, les plans, ça va être facile de les suivre pour voir les différents impacts. Donc, l'idée d'utiliser les technologies, c'est pour aller plus vite dans l'acquisition des données et aussi être capable de faire des mises à jour beaucoup plus rapidement que si on le faisait à la main. Donc, il y a beaucoup de technologies là qu'on peut utiliser pour acquérir les données. Je vous ai mis ici quelques exemples les plus conventionnels. Donc, bien sûr, l'imagerie, la vidéo, la thermographie, les lidars, différents capteurs, Internet des objets, IoT qui sont disponibles, qu'on peut déployer là dans la municipalité pour acquérir des données. Et on va utiliser ces capteurs en les mettant sur différents systèmes. Là. Donc, ici, j'ai mis par exemple le drone ou un véhicule. L'utilisation d'images satellites aussi qu'on peut utiliser pour extraire des données. Et parfois même, j'ai mis un petit poteau tout bête pour montrer que des fois, on peut juste installer un capteur aussi dans une partie fixe de la ville, que ça peut être un lampadaire, un poteau de télécommunication qui va venir monitorer, par exemple, la qualité de l'air ou le niveau de bruit, par exemple, dans une zone. Donc, l'association capteur et support. Et bien sûr, ce qui est le plus important dans les technologies, ça va être la partie traitement. Donc, comment on fait pour analyser les données de ces différentes sources de capteurs pour en extraire les informations nécessaires, notamment en lien avec le plan climat. Donc ici, je vous ai mis juste quelques exemples parce que je vais laisser Mélanie rentrer dans le détail de leur projet sur la foresterie urbaine. Mais ici, là, je vous ai mis, puis on aurait pu en mettre une dizaine d'autres icônes possibles de qu'est-ce qu'on peut extraire automatiquement de l'acquisition de ces données. Mais j'ai mis des choses assez évidentes. Donc bien sûr, la topographie des municipalités qu'on peut extraire de manière très très précise, là, en fonction des technologies qui sont déployées. On peut faire des diagnostics sur l'état de la chaussée, les fissures, la dégradation. Bien sûr, identifier tout le réseau hydrique, l'érosion des berges, les cours d'eau. La perméabilité des sols aussi, c'est important comme information en cas de forte pluie, de savoir comment l'eau va pouvoir ou pas bien se répartir dans les sols. Donc, toute cette analyse de perméabilité qu'on peut faire de manière automatique. Les îlots de chaleur aussi qu'on peut extraire de manière automatique de ces différentes données qui vont permettre soit de gérer des projets là, de rafraîchissement, comme soit la plantation d'arbres ou d'autres solutions là, pour éviter la formation de ces îlots de chaleur. J'ai mis ici l'exemple des réseaux électriques aussi, qui peuvent être super intéressants
à monitorer, soit pour, bien sûr, la résilience des municipalités en cas de fort vent, de tornade ou de chute de branches, quel va être le risque par rapport à la résilience électrique dans les municipalités, et puis donc anticiper ou mieux gérer donc les bris de ces circuits électriques qui sont bien sûr dommageables là, au niveau des citoyens. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'informations qui sont liées à la réalisation des plans climat qu'on peut extraire donc de manière automatique. Donc, l'idée du message là, en introduction, c'est donc d'expliquer qu'il y a beaucoup de technologies numériques là, qui permettent donc cette captation de données. Puis je pense que la présentation aussi qui va avoir lieu côté français va démontrer là, cette performance-là. Et l'intérêt de faire revenir l'ensemble de ces données donc, dans un système géomatique, ben, c'est principalement là, d'aider à une meilleure prise de décision. Et l'objectif, c'est de pouvoir croiser les données. Donc ici, je vous ai mis un exemple. Là, par exemple, si on est capable de dire, ben, on a les courbes de niveau, on a des capteurs de pluviométrie, on connaît la perméabilité des sols, on a notre inventaire, par exemple, des personnes vulnérables ou des personnes à mobilité réduite. Ben, si on croise toutes ces données, ben, on va être capable de, par exemple, déployer un plan de mesure d'urgence qui va être beaucoup plus performant parce qu'on va savoir en cas, par exemple, d'une inondation, où est-ce que va monter l'eau, à quel niveau elle va monter et est-ce que ces inondations vont se produire dans des endroits où, par exemple, il y a des gens à mobilité réduite. Ben, si c'est le cas, ben, on va pouvoir tout de suite avoir une meilleure prévision, une meilleure adaptation de son plan de mesure d'urgence. Donc, l'idée, c'est que oui, on peut, avec des technologies, capter différentes données de manière individuelle. Et l'objectif de ramener tout ça dans une base géomatique donc, va permettre le croisement de ces données pour une meilleure élaboration des plans. Donc, un autre exemple qui va être beaucoup plus détaillé que ce que j'ai pu présenter dans mon introduction, ben, ça va être donc le projet qu'a mené la ville de Sainte-Julie avec l'entreprise Jacarto sur la thématique de la foresterie urbaine. Donc, je laisse tout de suite le micro à ma confrère Mélanie qui va présenter ce projet au niveau de la foresterie urbaine. Donc, voilà pour mon introduction. Merci beaucoup, Benoît. Je vais juste prendre un instant pour partager ma présentation. Donc, est-ce que ça fonctionne, Geneviève? Oui, peut-être mettre en plein écran, mais sinon, oui. On voit. Parfait. Ouais. Donc, avant de commencer, je vais vous situer la ville de Sainte-Julie. Donc, c'est une municipalité d'environ 30 000 habitants d'un territoire d'un peu plus de 49 km² et 45 % du territoire, c'est du milieu urbain. Donc, tout le reste, c'est du milieu agricole. Donc, comme la majorité des villes, dans cette situation-là, on travaille à redévelopper et densifier le milieu urbain avec le souci, évidemment, de le garder le plus vert possible. Donc, pour nos amis français, la ville de Sainte-Julie, c'est une municipalité qui est localisée sur la rive sud de Montréal, environ 30 minutes de route de la métropole. Je vous dirais qu'en heure de pointe, les matins de semaine, il faut facilement compter le double. Par contre, Sainte-Julie, c'est une ville qui est très verte. La foresterie urbaine joue un rôle de premier plan. Et pour y arriver, on s'appuie notamment sur le volet réglementaire. Donc, à Sainte-Julie, vous avez un règlement qui oblige un nombre d'arbres minimum par propriété. Et vous avez aussi un règlement qui prévoit des compensations financières pour tout permis octroyé pour des travaux de construction d'une piscine, d'une remise ou de tout autre équipement ou construction qui implique de couper ou d'enlever de la pelouse ou toute autre végétation. Donc, c'est ainsi qu'on s'assure de rester le plus vert possible. Donc, en ce qui concerne le projet en tant que tel, à la ville de Sainte-Julie, on voulait un inventaire complet de tous les arbres qui se trouvent sur le territoire. Et quand je dis tous les arbres, c'est vraiment tous les arbres. Donc, autant en cours avant et arrière des propriétés, dans les boisés, dans les parcs et espaces verts. Pour faire ça, par exemple, si on avait utilisé des ressources humaines de façon traditionnelle, il aurait fallu compter plus de 2 ans de travail, par exemple. Donc, pour réaliser et arriver à notre objectif, on devait utiliser l'intelligence artificielle. Et pour ça, on a eu la chance de travailler avec l'entreprise Jacarto
dans le cadre des défis Innovation Québec. Et ça, on a pu avoir ce partenariat-là grâce à un maillage qui a été effectué par IVEO. Donc, merci Benoît. Donc, pour notre inventaire, on parle d'un projet d'environ 500 000 canadiens. Évidemment, la Ville de Sainte-Julie, on n'aurait pas pu se payer ça là, sans le programme de subvention qui a été octroyé en moitié par le ministère de l'Économie et sans l'implication de Jacques Arthaud là, en recherche et développement. Je salue d'ailleurs les gens de Jacques Arthaud, je crois qu'ils sont avec nous. Et je leur annonce de fait que je vais probablement avoir recours à leur service si vous avez des questions concernant la technologie, le domaine technique qui étant moins mon domaine. Alors, bon, je vous ai parlé qu'on voulait avoir un inventaire complet du nombre d'arbres, mais on voulait aussi en savoir un petit peu plus. Donc, on voulait connaître les caractéristiques de nos arbres, donc la taille, la hauteur, l'essence, le genre, etc. On voulait aussi avoir un outil pour nous aider dans la planification de nos travaux de plantation, puis avoir une représentation visuelle de notre canopée, donc bien localisée, où sont les îlots de chaleur, par exemple. Et enfin, on voulait aussi nourrir notre plan de gestion des actifs parce que Sainte-Julie, on considère que l'arbre, c'est un actif urbain qui est à remplacer, par exemple, en cas de perte ou d'abattage. Pour les détails du projet comme tel, pour réaliser notre inventaire, il y a 2 technologies qui ont été utilisées. Donc, la première, c'est une unité mobile. Là, vous voyez à gauche le camion de Jacques Arthaud. Donc, c'est de la cartographie mobile. Le camion là, sillonne les rues en utilisant un lidar haute précision et des caméras 360 degrés. Un peu comme Google Street View, mais beaucoup plus précis. Et pour l'inventaire des cours arrière et des boisés qui sont impossibles à voir de la rue, on a utilisé des drones LIDAR. Alors, cette stratégie-là nous a permis de répertorier près de 50 000 arbres, la majorité avec l'unité mobile, et les drones ont capté près de 18 000 arbres. Donc, avec l'unité mobile, les arbres ont été, dans la très grande majorité des cas, là, détectés à partir de la position du tronc, ce qui s'avère particulièrement utile pour nous parce que quand vient le temps, par exemple, de planifier des travaux d'entretien ou d'abattage d'un arbre problématique, c'est particulièrement important de savoir si c'est un arbre qui est localisé dans l'emprise publique ou s'il se trouve chez le terrain du citoyen. Pour les résultats sur le terrain, l'unité mobile est vraiment super précise. Donc, grâce à l'inventaire, on a diminué de moitié nos visites sur le terrain, que ce soit pour planifier nos travaux de plantation ou pour répondre, par exemple, aux demandes de permis d'abattage. On n'a plus besoin de se déplacer dans plus de 50% des cas. Donc, c'est vraiment très utile. Pour ce qui est des drones, c'est peut-être pas assez précis pour le volet réglementaire parce que, par exemple, si vous avez plusieurs gros arbres sur le terrain arrière, il y a peut-être des plus petits arbres qui se trouvent en dessous, mais n'empêche que les données captées par le drone sont vraiment très utiles pour nous parce qu'on a eu un très bon aperçu de notre canopée. Et c'est aussi très utile pour notre plan de gestion des actifs. Puis, on a quand même eu plus de 21 000 inférences sur le genre potentiel des arbres. Donc, ça aussi, c'est une donnée très utile qu'on va chercher à raffiner dans nos bases de données. Avec les résultats, on a aussi pu avoir une belle vue sur le futur parce que, bon, on s'inspire de villes voisines là, grâce à nos outils. On va planifier la plantation d'arbres dans l'emprise avant. Donc, là où les images par drone nous ont montré qu'on avait des îlots de chaleur, on va aller planter des arbres dans les emprises de la ville qui sont dans les terrain en façade des propriétés. Donc, je cite entre autres le Saint-Amable, une ville voisine qui s'en va dans cette direction-là et nous aussi, on va opter pour ça. Ça ouvre aussi la voie à toutes sortes de possibilités en termes d'éco-fiscalité, par exemple, parce que, bon, il y a certaines villes qui envisagent là, de taxer les arbres manquants sur des propriétés, par exemple. Donc, ça fait le tour de mon côté. Donc, merci beaucoup de votre écoute. Si jamais il y avait des questions, ça serait un bon moment avant de laisser la parole à Christine. Merci beaucoup, Mélanie.
Est-ce qu'il y avait des questions ou n'hésitez pas à utiliser là, la section clavardage. Puis c'est ça, juste un rappel là, que la présentation. Oh oui, Daniel Fortin, une question. Oui, allô Mélanie, Daniel Fortin, Hydro-Québec, la compagnie d'électricité du Québec. Je voulais savoir, est-ce que le drone en arrière-l'eau, ça a bien fonctionné? Est-ce que vous avez eu les résultats escomptés? Parce que tu avais l'air d'avoir certaines petites réserves. Ben, je ne parlerai pas de réserve. On est satisfait, ça donne les résultats escomptés. Par contre, on doit travailler peut-être plus en précision, dépendamment des questions. Par exemple, si on voulait avoir l'essence avec un haut degré de précision, mais ça serait peut-être plus difficile. Mais pour nos besoins à nous, ce qu'on a pu capter par drone, c'est quand même très intéressant. Ça dépend de vos besoins, mais je vous dirais... si vous voulez vraiment valider les volets techniques, c'est peut-être avec Jakarta que vous pourriez voir, mais somme toute, ça a répondu à nos besoins d'aperçu de canopée, en tout cas, à 1000 OK. C'est Jakarta qui a fait aussi votre partie arrière-l'eau, c'est ça, je comprends? Oui, exactement. Okay. Oui. Parfait. Merci. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, là, je regarde, il y a d'autres mains levées. On va donner la parole à Christine. Alors, merci Geneviève, je te laisse passer la présentation parce que j'ai des problèmes j'ai plusieurs écrans là. J'ai un peu du mal à mettre le bon. Voilà, merci. Et je vais mettre une minuterie parce que je suis trop bavarde, comme ça au moins hop. Voilà. Alors, je vais vous présenter donc les plateformes de données territoriales en France. Alors, cette présentation, on va un petit peu moins rentrer dans des exemples concrets que les interventions de Benoît et de Mélanie. On est plus dans une logique là, une présentation qui parle d'organisation autour de l'information géographique en France. Donc, rapidement, une plateforme de données territoriale, donc c'est un nom qu'on a tous dans la communauté géomatique en partage. Donc, moi, je dirais que c'est un cadre qui est plus ou moins formalisé, qui permet de la coordination, du travail, de l'animation et de l'appui technique entre donc tous les acteurs du géonumérique, j'allais dire du jumeau numérique. Ce qui est important de mentionner, c'est que c'est sur un territoire donné. Et donc, on s'adresse à tous les acteurs qui travaillent dans ce secteur. Et donc, la plateforme, c'est l'équivalent d'un centre de ressources en information géolocalisée. Donc, je parle d'un cadre et pas forcément d'une structure parce qu'on verra un petit peu plus tard que les situations sont assez différentes dans les régions françaises. Donc, alors à quoi ça sert ces plateformes? Eh bien, ça sert à coproduire, centraliser et diffuser des géodonnées qui sont locales, produites donc sur le territoire d'action de la plateforme, que ce soit des données de référence ou des données métiers, et à produire aussi des géos communs, donc de la méthodologie commune sur le géonumérique. Ça sert à réseauter. Ce qui est très important dans ces plateformes, c'est qu'elles animent des réseaux d'acteurs, la plupart du temps, soit de techniciens géomaticiens, soit d'utilisateurs de données géolocalisées. Et ça permet de se connaître et de partager tous ensemble de la veille, des stratégies, surtout des retours d'expérience. En général, ces réseaux sont assez techniques, mais on peut y trouver aussi des gens qui sont plutôt des utilisateurs de data et qui ne sont pas très techniques. Ça sert à s'informer, à se former aux techniques et aux outils d'un secteur qui évolue beaucoup, le secteur des géodatas. Et ça sert aussi à dialoguer et s'articuler avec le niveau national. Donc, on va voir, je ferai un petit focus sur l'organisation en France, mais elle est peut-être un petit peu complexe par rapport à l'organisation chez vous. Et donc, on a un fort besoin de dialogue entre le local et le national en France. Et donc, alors, avec quels moyens fonctionnent ces plateformes? La plupart du temps, avec l'équivalent d'un géoportail. C'est une infrastructure de données qu'on appelle la plateforme. Là, pour le coup, c'est ça qui fait référence à la notion de plateforme et qui fournit à la fois des données, des géoservices. Elle fonctionne avec du personnel,
souvent techniques, mais aussi beaucoup d'animateurs. En fait, si on veut rayonner sur le territoire à nos échelons, il faut qu'on soit très présent sur le territoire. Et ça nécessite des acteurs qui sont pas, enfin des profils qui sont pas forcément des techniciens, mais plutôt des animateurs qui connaissent le métier et qui vont dialoguer avec le terrain. Et puis, ça nécessite de l'argent. Et donc, alors, toutes ces plateformes, pour la plupart, elles sont financées de différentes manières, avec des subventions publiques de l'État, des collectivités, toutes sortes de subventions, par des adhésions, quand il existe des structures pour les porter, qui sont des structures, pour certaines associatives, ou on le verra très rapidement tout à l'heure, avec du sponsoring parfois pour nous aider à financer des journées d'information ouvertes, et puis parfois pour certaines avec de la prestation, c'est-à-dire que certaines répondent à des appels d'offres et peuvent intervenir dans le champ concurrentiel. Donc, je vous ai mis les acteurs auxquels on s'adresse, donc acteurs publics, parapublics, c'est pas, enfin, très bien, entreprises, chercheurs. On est sur le même modèle un petit peu que la FIGEO. J'ai mis 2 fois entreprise, mais je voulais mettre association aussi. On s'adresse aussi au secteur associatif. Donc, sur la diapositive suivante, Geneviève. Merci. Donc, je vous ai mis quand même à quoi ressemble la France sur le plan administratif, très rapidement. Donc, vous avez en France 13 régions, vous avez 80... Ça, c'est des découpages administratifs avec des compétences précises et donc des gouvernances. Donc, vous avez 13 régions, 96 départements, dont 5 régions ou départements qui sont ultramarins, c'est-à-dire un petit peu partout dans le monde. Et vous avez aussi 6 territoires ultramarins à statut particulier, qui ne sont pas complètement ni des régions ni des départements. Vous avez 1254 groupements de communes, et puis vous avez 35 000 communes. Et en fait, ça donne quoi? Ça donne un millefeuille administratif. Et donc, Benoît a parlé, et Mélanie aussi, des actions qui sont entreprises à l'échelon d'une municipalité. Et en fait, nous, tous ces acteurs, que ce soit les régions, les départements, les EPCI, les communes, ont plus ou moins des compétences en lien avec la géodata, et tout le monde produit de la géodata. Et j'exclus, enfin, j'exclus pas, mais il faut rajouter évidemment le niveau national, les ministères, les établissements publics de l'État qui produisent de la donnée. Donc voilà, c'est quand même une relative complexité. Et l'objectif des plateformes territoriales, c'est de coordonner tous ces acteurs à la plupart du temps l'échelon régional. Donc vous voyez la carte des régions françaises. Donc c'est à cet échelon qu'on essaie de coordonner, de faire coopérer tous les acteurs qui font de l'information géographique et géolocalisée. Donc les CRIJ, ces plateformes, on les appelle des CRIJ. En fait, CRIJ, ça veut dire centre de ressources. En fait, on s'entend tous sous le vocable de cette notion de centre de ressources. Alors, il existe quelques centres plateformes départementales, mais la plupart du temps, elles sont régionales. Il existe dans certaines régions 2 plateformes, voire plusieurs plateformes. Bon, c'est lié à des particularités locales, donc ça facilite pas forcément la vie, mais c'est comme ça, on doit faire avec. Et donc, la FIGEO anime cet écosystème depuis 2009, mais je vous ai mis quelques dates. Ces plateformes, elles sont là depuis très longtemps dans le paysage. Donc, la plus ancienne, elle a un peu plus de 30 ans. C'est chez nos collègues d'OpenIG. Donc, celle que je dirige, elle a 25 ans, de la même manière que je crois que celle que dirige Frédéric, il nous le dira, elle a plutôt une quinzaine d'années. Et donc, toutes ces plateformes, elles ne fonctionnent pas de manière complètement isolée, puisqu'on est en réseau et que c'est la FIGEO qui permet d'animer ce réseau. Donc, on se connaît, on discute ensemble au moins une fois par mois sur des sujets à la fois techniques, à la fois stratégiques, on échange nos questions, nos problématiques, et on essaie d'y trouver des solutions communes au sein de la FIGEO. Et donc, on a, pour animer ce réseau, l'appui du ministère de l'écologie, et ça me permet de passer à des sujets qui sont plus en lien avec la transition écologique portée par les plateformes. Geneviève, juste, si tu veux juste revenir un petit peu en arrière, juste pour vous montrer la difficulté, c'est que nous, on a des plateformes régionales, et je vous ai mis, celle d'après, pardon, et je vous ai mis la liste des plateformes autour de la France, là, nationales. Et donc, nous, dans les régions, il faut qu'on s'articule avec toutes les plateformes que vous voyez là, le géoportail, le programme géoplateforme, Audatis, data.com, etc. Et donc ça, c'est un sacré challenge aussi de s'articuler avec les plateformes nationales. Alors, je ne sais pas du coup, il me reste encore un petit peu de temps, donc
Alors, les axes de travail en lien avec la transition écologique, évidemment, on est tous à nos échelons respectifs des producteurs de données d'observation, de suivi et de gestion des territoires, et on se concentre en priorité finalement, un peu comme la présentation de Benoît, sur les données qui répondent à des cadres réglementaires. En fait, donc les territoires sont soumis à l'application d'un certain nombre de règles ou de schémas ou de règlements en lien avec la transition écologique. Alors, sur le thème des risques, sur le thème de l'aménagement du territoire. Donc, voilà, je vous ai mis plein d'acronymes incompréhensibles peut-être pour vous et vous retrouvez en bas voilà, la définition de tous ces acronymes. Et donc, tout ça, ce sont des politiques nationales qui se déclinent à l'échelon local dans un cadre réglementaire. Et pour décliner ces politiques, eh bien, évidemment, il faut de la donnée. Donc, la priorité pour nous dans les territoires, c'est de produire les données qui permettent de répondre à ces cadres, si possible, de manière coordonnée et standardisée. Donc, notre deuxième mission prioritaire, c'est de garantir l'interopérabilité de nos plateformes. Avec les plateformes nationales, vous avez vu, j'ai remis le schéma qu'il y en a un nombre certain, sinon un certain nombre, mais un nombre certain, et de mettre en œuvre des projets d'interconnexion entre nos plateformes. Donc, j'ai cité un certain nombre de projets, notamment un projet qui s'appelle Cyclo et qui consiste à développer des composantes qui sont utiles et réutilisables dans toutes les plateformes, quelles que soient les technologies ou les entreprises avec lesquelles on a développé ces plateformes. Et puis, donc, on a donc il y a un représentant d'Ecolab, là, Clément, qui est là, peut-être la possibilité d'aller un petit peu plus loin, finalement, dans le calibrage et l'interopérabilité de nos plateformes avec un programme qui est plutôt un programme européen pour la mise en place d'espaces communs de données territoriaux à l'échelle des régions. Et le dernier chantier qu'on développe un peu à l'échelle de nos plateformes, c'est un chantier sur le géonumérique responsable. On s'est tous lancés dans l'IA, évidemment, parce que c'est un sujet d'actualité pour nous tous, mais très rapidement, on s'aperçoit que l'impact de l'IA sur le géonumérique est un impact, et sur l'écologie est un impact important, et c'est des chantiers aussi sur lesquels on est en veille au niveau des plateformes. Donc, notre dernier point, le point sur lequel finalement on a le plus de difficultés à avancer et qui serait très très important pour nous d'arriver à régler, c'est le volet gouvernance. Parce qu'en fait, si on a des missions similaires, finalement, on a des statuts et des gouvernances qui sont assez différentes en fonction des contextes locaux. Donc, certains CRIJ sont sous la forme de groupements d'intérêt public, d'autres sous la forme associative avec des adhérents, comme la FIGEO par exemple. D'autres sont intégrés dans des GIP numériques. Il y en a certaines qui n'ont pas d'existence juridique et qui existent via des conventions entre l'État, la région et d'autres partenaires. Et il y en a certaines qui sont pilotées par un seul partenaire, une région par exemple, ou un service déconcentré de l'État. Donc, c'est très intéressant à l'échelon local, mais pour être visible au niveau national, c'est très compliqué parce qu'en fait, on a trop de différences, même si ça peut être considéré comme une richesse. Parfois, pour être bien vu, visible du niveau national, c'est assez compliqué. Et donc, notre objectif dans le réseau des CRIJ sur cet axe gouvernance, c'est de tirer profit des avantages et des inconvénients de chaque type de structure et de chaque type d'organisation. Je vois un petit message. Oui. Moi, mon micro est ouvert. Donc, Oui, puis on t'entend très bien. Bon, on très entend bien. bien, Donc, je oui. continue. Donc, aujourd'hui, les travaux du réseau des CRIJ portent sur finalement, on essaie d'harmoniser un peu ces structures. Donc, notre objectif prioritaire, c'est des structures relativement souples et neutres. Donc, c'est de conserver la souplesse et la neutralité. C'est très important pour nous d'avoir ces gouvernances ouvertes et d'être neutres. C'est de consolider les emplois les embauches. On a des équipes les uns et les autres, et donc surtout notre capacité d'animation, de présence sur le territoire. C'est évidemment, c'est ce que je disais, d'améliorer notre visibilité au niveau national pour être vu du niveau national et peut-être financé par le niveau national. Et dans l'idéal, ça serait de s'inscrire dans un cadre réglementaire, parce que les politiques en lien avec la géodata sont souvent inscrites dans des cadres réglementaires, mais les moyens qui sont mis
sur la diffusion de ces politiques à l'échelon local et notamment des plus petits niveaux de collectivité, ça, c'est pas consolidé en fait. Et donc notre chantier, c'est un peu d'essayer de consolider ces axes. Donc, il y a un certain nombre de pistes. Alors, il y a des rapports nationaux qui sont publiés assez régulièrement, qui nous donnent des pistes. Mais entre les pistes qui sont données et la mise en œuvre réelle sur le territoire, il y a souvent un gap qui est relativement important à combler. Donc, l'idéal pour nous, ça serait de ne pas déstructurer ce qui fonctionne. Comme je vous l'ai dit, ces structures, il y en a certaines qui existent depuis 30 ans. Si elles sont encore là, c'est qu'elles sont utiles et efficaces. C'est s'appuyer sur ce qui existe et peut-être pas créer des nouveaux cadres ou des nouvelles organisations. Et puis, si possible, améliorer ce qui existe. Voilà, donc je sais pas, j'ai été peut-être trop longue, finalement j'ai pas minuté. Donc voilà, moi je suis à votre disposition, c'est peut-être un peu rébarbatif et très adapté au contexte français, mais ce que je veux dire là, c'est que ces structures, elles fonctionnent, elles permettent de faire ce lien, elles permettent de faire cet accompagnement, un peu comme l'a présenté Benoît, mais que notre challenge, c'est de mettre en relation tous les acteurs du territoire et tous les échelons, et que ça, c'est un petit peu compliqué, voilà. Merci beaucoup, Merci. Christine. On passera à la présentation de Frédéric et Pierre, si vous voulez partager votre écran. Il faudrait départager peut-être celui. Voilà, ok. Je me lance. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, c'est bon. Frédéric, je te laisse commencer. Ouais. Oui, alors je vais commencer par... oui, merci Pierre. Je vais commencer par me présenter. Donc moi, je suis Frédéric Deneux, je suis directeur d'une de ces plateformes qu'a évoqué Christine à l'instant. Donc je suis directeur du Centre régional Auvergne-Rhône-Alpes de l'information géographique. On Juste n'entend pour pas, là, je ne sais pas compléter... si quelqu'un parle, mais on n'entend pas. Ah, vous m'entendez Mais ou pas? si, oui, tout le monde. Alors, c'est d'ailleurs des problèmes de votre côté. On entend. A priori, départ, ça du coup. fonctionne. C'est bon ou... Ouais. Moi, Frédéric, je t'entendais. Oui, tout le monde t'entend a priori. Hein. Ok. Donc, je suis Frédéric Deneux. Moi, je suis directeur d'une de ces plateformes qu'évoquait Christine à l'instant. Ma plateforme rayonne sur la région Auvergne-Rhône-Alpes que j'aurai l'occasion de présenter tout à l'heure. J'ajouterais juste au propos de Christine, vous l'avez vu, c'est un sacré bazar. L'idée, c'est que ce soit un petit peu moins le bazar. Donc, c'est une de nos missions. Et une de nos missions, ça sert aussi à optimiser les coûts, puisqu'on est amené à acheter, en tous les cas en Auvergne-Rhône-Alpes, pas mal de jeux de données pour répondre aux besoins qui sont exprimés par nos territoires, pour répondre aux missions qui sont les leurs dans tout un tas de domaines, aménagement du territoire, urbanisme, gestion des risques, environnement. Et donc, dans ce cadre, on a été sollicité par un de nos partenaires, le département de l'Isère, pour produire de la donnée bâtie 3D, pour répondre à une de leurs politiques, en tous les cas une de leurs missions, une mission qui se sont données, d'appuyer les communes pour développer le photovoltaïque sur leur département. Donc, ce que je propose, c'est qu'on vous présente d'abord notre région, puisque je suppose que tout le monde ne connaît pas. Donc, Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la deuxième région française, après la région Île-de-France. Alors, deuxième à plusieurs niveaux, hein, en termes de population, mais aussi en termes de PIB. C'est une région qui est fortement industrielle, notamment avec la vallée du Rhône et puis toute la partie est de la région. Sa capitale, c'est Lyon, donc je suppose que tout le monde situe à peu près Lyon. Et le point de culminant de la région, pour faire un petit peu de géographie, puisque c'est notre métier, c'est le Mont Blanc qui culmine à 4807 mètres. Et une petite... on fait la promotion très récemment sur le fait que en Auvergne-Rhône-Alpes, ce n'est pas le Québec, mais ça y ressemble parfois de manière très forte. Je te laisse peut-être présenter ton département, Pierre. Oui,
Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Donc, je suis Pierre Volk. Je suis de la cellule SIG du département de l'Isère, donc qui est le département en France pour nos amis québécois. C'est une des strates territoriales décrites précédemment. Et le département de l'Isère est donc adhérent au groupement CREG, piloté par Frédéric. Et c'est pourquoi nous vous présentons ce partenariat aujourd'hui. Le département de l'Isère, vous voyez, c'est un département qui est au sud-est de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un département qui présente une forte disparité, on va dire, de paysage. Il y a une grande partie sud-est du territoire qui est très montagneux et une grande partie en plaine, avec une métropole capitale, la capitale départementale quelque part qui s'appelle Grenoble. Mais par ailleurs, un milieu rural très prononcé, par ailleurs, dans les vallées alpines et dans les vallées rurales qui sont donc au nord-ouest du département. Point culminant se situe au sud-est du département, là où est ma souris. Alors, je peux décrire, Frédéric vous l'a dit en quelques mots, nous avons contacté le CREG pour mener un projet porté par le département pour ces communes, parce que le département aussi s'adresse aux petites communes qui souvent n'ont pas d'ingénierie, on va dire, dans leur personnel, et qui ont besoin d'être accompagnées, dans le but d'accélérer les projets d'installation photovoltaïque. Donc, quand on parle de photovoltaïque, on parle de toiture et d'ombrières de parking. Alors, là, en l'occurrence, on va surtout parler de bâtiments et de toitures. Les ombrières, c'est autre chose. De façon à faciliter et massifier les études préalables. J'en parlerai juste ensuite de ce que c'est que ces études préalables. Vous avez à votre droite un prospectus. Alors, j'ai pas osé dire flyer, parce que je sais que nos amis québécois n'aiment pas trop les anglicismes, mais voilà, un prospectus présenté au maire des communes isérois, qui présente l'offre de service. Donc, c'est à la fois un mécanisme d'aide à la décision qui utilise l'information géographique pour aider à la localisation des bâtiments qui ont un bon potentiel photovoltaïque. C'est ça qu'on va développer. Donc, on parle bien de cette partie-là aujourd'hui, sachant que toutes les parties qui viennent ensuite, qui font partie de l'offre, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est plus l'accompagnement technique et juridique des projets d'installation photovoltaïque. Aujourd'hui, on parle d'information géographique, on va s'en tenir à la première partie de cette offre de service. À quoi ça sert donc cette offre? Ça sert à massifier les études préalables. Une étude préalable, c'est une étude que vous menez la plupart du temps en bureau et qui vous permet de commencer à dégrossir un petit peu ce que vaut un bâtiment en termes d'intérêt d'installation photovoltaïque. Donc ce que vous voyez à l'image, c'est une station d'épuration, en fait, iséroise, sur laquelle une étude a été faite. Et vous voyez qu'on sort des tableaux qui sont à destination des décideurs et des investisseurs publics, qui vont caractériser le temps de retour d'investissement lors de la mise en place de centrales photovoltaïques. Donc, on s'intéresse évidemment fortement aux surfaces des toitures. Donc, quand je vous dis surface, toiture, vous pensez tout de suite à l'information géographique. Ce qui permet de produire, de mesurer une irradiation solaire et donc une production annuelle, ici à peu près 500 000 kWh par an, et de calculer avec différentes règles un TRI, c'est-à-dire un temps de retour sur investissement, qui va permettre d'expliquer, par exemple, au maire d'une commune, monsieur le maire, si vous équipez votre bâtiment de telle façon ou telle façon, si vous autoconsommez l'électricité ou au contraire, si vous consommez l'électricité mais vous vendez le surplus sur le réseau électrique national, voilà, votre temps de retour sur investissement, selon les tarifs en vigueur, ça va être entre 6, 10 ans et 15 ans. Donc c'est très important de donner cette visibilité. Le problème, c'est que quand on veut massifier l'installation des panneaux sur tout un département, où les communes, des fois, n'ont pas forcément la bonne connaissance de tout le foncier, de tout le bâti, où les enjeux sont très mixtes, on ne peut pas passer bâtiment par bâtiment. Donc là, le SIG vient aider à faire le tri, finalement, à faire un tamis et à dire, OK, on va regarder tous les bâtiments qu'on a dans le référentiel et on va calculer ça un peu automatiquement, de façon à faire, à faire clignoter un peu les bâtiments qui sont vraiment, vraiment intéressants. Comment ça fonctionne? Donc, on commence par cet inventaire du bâti. Ensuite, on passe par une modélisation 3D de chaque bâtiment sélectionné. Frédéric en parlera, pour ensuite obtenir un potentiel photovoltaïque. Donc, le projet, là, c'est un petit retour d'expérience, parce que c'est ce qui est demandé. A demandé de faire un équilibre entre la couverture des besoins et le budget, parce qu'on ne pouvait pas non plus scanner tous les numéros, on va dire, modéliser en 3D tous les bâtiments. Donc, on a ciblé les bâtiments des collectivités territoriales, les offices HLM. HLM, c'est les habitats à loyer modéré. Le bâti industriel et commercial, ce qu'on appelle en France les zones d'activité économique, c'est-à-dire que c'est des zones où on a très très souvent des grands hangars industriels ou commerciaux qui sont souvent très très propices au photovoltaïque, un peu les grosses boîtes à chaussures.
avec des notions de seuil de surface minimale qui sont données par les experts du métier, parce qu'on sait que ce n'est pas forcément intéressant de déployer du solaire sur des trop petites toitures. Donc on a opéré une sélection à partir des données des bases de données nationales qui, elles, sont en 2 dimensions, donc en rapprochant ce qu'on appelle les parcelles du cadastre. J'imagine qu'on a la même chose au Québec, c'est qui est propriétaire de quoi, et des bâtiments qu'on a dans la BD-Topo IGN, qui est un référentiel national très connu. Ce qui nous donne un total de 40 000 bâtiments sur l'Isère qui ont été retenus pour faire un modèle 3D. Alors, 2 petits points de vigilance, retour d'expérience, voilà, forte dispersion spatiale des bâtiments, ça veut dire que voilà, il y a un fort essaimage, ça veut dire qu'en termes d'extraction photographique, parce que Frédéric vous expliquera comment on fait, ça demande un travail assez intense en termes de, voilà, d'extraction de données. Voilà, on n'est pas en train de traiter une seule métropole très concentrée spatialement. Et d'autre part, j'invente rien en disant que les données de référence dont on dispose, c'est pas le monde réel. Donc la façon dont on présente un bâtiment et la façon dont, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un bâtiment, c'est pas forcément la même notion, la même sémantique dans une base nationale que dans la réalité. Et notamment, voilà, on a pu rencontrer des doutes ou des difficultés sur des bâtiments un peu compliqués, notamment ceux qui ont des ailes, ceux qui sont des constructions accolées. Voilà, qu'il ne faut pas rater, parce que des fois, il est intéressant de déployer du solaire sur tout un système bâtimentaire sans en louper un bout. Je laisse Frédéric vous parler justement de ce qui a été apporté par le groupement d'intérêt public CREG au département. Alors oui, effectivement, les apports du CREG sur ce projet, c'était de fournir les données nécessaires pour pouvoir procéder à ce calcul de potentiel solaire. Donc évidemment, en entrée, il fallait les structures de toiture qui n'existaient pas, puisque, comme l'a dit Pierre, on n'avait que des bases de données en 2 dimensions avec une description de toiture relativement succincte. L'idée, c'était de pouvoir avoir des structures de toiture qui puissent être modélisées de façon à avoir un calcul de potentiel solaire qui soit le plus juste possible. Sachant que les données qu'on a produites, et Pierre en conviendra, c'est qu'une première approche. Évidemment, les données, les indicateurs qu'on produit doivent être ensuite complétés par des experts du domaine. Bien sûr. Donc on s'est appuyé, on a la chance en Auvergne-Rhône-Alpes de disposer de prises de vue de très haute résolution et relativement précises en termes de géométrie, en l'occurrence des orthophotoplans à 5 cm de résolution et en précision à 10 cm en XY. Et on s'est servi donc des couples stéréoscopiques pour pouvoir procéder à cette modélisation des toitures qui nous ont été listées par le département. Donc 2 niveaux de description, un niveau de description basique en lot 2.2, donc on s'est appuyé sur des normes OGC pour pouvoir modéliser ces toitures, et puis en lot 3 notamment sur tous les bâtiments qui se situaient en zone d'activité économique. Alors pourquoi on a été plus fin sur les zones d'activité économique? C'est que si on s'était contenté du lot 2.2, on se serait retrouvé finalement avec ce qu'appelait à l'instant Pierre des boîtes de chaussures. Or, pour l'installation de panneaux photovoltaïques, il était intéressant aussi de pouvoir modéliser sur ces structures de toiture toutes les émergences type bloc de clim, cheminée, qui peuvent être aussi, enfin en tous les cas, constituer des obstacles à l'installation de panneaux solaires. Et puis, pour rendre tout ça un petit peu plus réaliste, on a procédé également à la texturation des toitures avec les photos qu'on avait en stock, pour mieux appréhender les toitures pour lesquelles on avait besoin d'un calcul de potentiel solaire. Et puis évidemment, en France, on voit beaucoup de ce qu'on appelle des cadastres solaires, mais qui s'appuient sur des données de toiture qui sont relativement imprécises. Et donc, parfois, on peut avoir des erreurs en termes de superficie qui sont de l'ordre de 20 à 30%. Et donc, vous imaginez bien que ça peut être gênant quand on cherche à avoir un chiffre qui s'approche le plus près possible de ce qu'on sera amené à produire. Tout ça a été financé donc sur nos fonds propres et puis avec également un soutien financier du département. Et puis également, on a été amené à monter des dossiers de cofinancement européen qui sont venus compléter le budget pour la réalisation de ces données. Les points positifs pour le département de s'appuyer pour nous, c'est un gain de temps. Du coup, pas de marché pour le département à constituer pour l'achat de ces données.
une mutualisation des besoins avec d'autres collectivités pour lesquelles on est amené aussi à réaliser ce type de données, et du coup, une optimisation des coûts, puisque l'achat se fait à l'échelle de la région et non plus à l'échelle de la collectivité ou de la municipalité locale, comme vous l'appelez au Québec. Qu'on est amené évidemment à monter ces financements européens aussi à l'échelle de la région, c'est assez chronophage ce montage de dossiers. Donc ça vaut le coup de les monter quand les demandes de cofinancement sont importantes, quand les projets sont financièrement importants. Et puis une réponse technique pour répondre aux besoins des collectivités, comme l'a souligné aussi Pierre, où il y a un déficit d'ingénierie qui est relativement important dès l'instant où on s'éloigne des centres urbains. On peut passer. Ouais. Tu veux que je la fasse celle-là, Frédéric? Si tu veux. Ok. On voulait juste faire une petite parenthèse technique sur la façon de calculer le potentiel photovoltaïque. Une fois qu'on a récupéré les paramètres de toiture, c'est-à-dire voilà, l'orientation, l'inclinaison, la surface, on a mis en œuvre un service de calcul qui est proposé par la Commission européenne, qui s'appelle PVGIS, qui est ouvert à tous. Donc ça permet d'avoir un calcul d'irradiation, de potentiel et ce qu'on appelle l'indice de productible, qui est un indicateur qui permet de situer la moyenne de ce que peut être la production pendant une année, et que vous avez donc 50% de chances de dépasser. Donc voilà, c'est un indicateur très important, notamment en termes de rentabilité économique des projets. Donc en Isère, voilà, on sait que quand le P50 est supérieur à 1200, il faut commencer à y aller. On a par ailleurs, avec la prestation mise en place par nos collègues du CREG, on dispose d'un modèle 3D fourni par un prestataire, qui, en plus de ce que sait faire PVGIS, l'outil libre européen, permet de calculer tout ce qui est masque proche, notamment tous les ombrages qui peuvent être projetés par des bâtiments voisins, la topographie à proximité, voilà, la végétation, en utilisant un modèle numérique de surface, doublé de paramètres météo très fins, voilà, qui vont approximer au mieux la météo fine locale. Voilà, comme il y a des différences quand même assez notables entre le Nord-Isère et le Sud-Isère, comme je le disais, qui est un territoire montagneux. Donc ça permet d'aboutir aux représentations que vous voyez à droite de l'écran, avec une vision 2D. Vous voyez là la symbologie, ça doit être sûrement ce fameux P50 dont je parlais. Et vous voyez sur l'image du bas, on voit les émergences sur des toitures de hangars, où on s'aperçoit tout de suite qu'il y a des ombrages qui sont dus à des cheminées, des blocs de clim, et qui vont donc être défavorables à l'installation de panneaux. Ou en tout cas, qui permettent d'écarter rapidement un bâtiment sans aller nécessiter une visite de terrain, comme le disait Frédéric. On cherche surtout là à gagner du temps et à vraiment accélérer, à se dire c'est ces bâtiments qu'il faut aller voir sur le terrain. Je te laisse en rajouter, Frédéric, si tu... Oui, alors le choix de PVGIS, il s'est pas fait tout de suite. On a essayé d'autres méthodes et puis finalement, on s'est aperçu que cet outil était très largement utilisé par les professionnels du solaire. Et du coup, en première approche, il nous est paru suffisant pour répondre à notre besoin. C'est vrai, oui. C'est vrai qu'il y a la rencontre entre la géomatique et l'expertise métier. Voilà, des fois, ça se fait au fil des projets. Et le cheminement, des fois, prend un peu de temps. Et c'est comme ça qu'on avait cette solution un petit peu idéale pour nos besoins, en tout cas. On va vous passer le témoignage d'un utilisateur, justement, qui travaille en collectivité dans le département de l'Isère, qui est utilisateur du produit. Et voilà, c'est l'effet des mots. Il n'y a pas le son. Il n'y a pas le son on l'avait à laisser. On l'avait tout à l'heure. Bon, c'est pas très grave. Vous le verrez je propose que chacun puisse le voir dans la vidéo qui sera fournie dans le support. Ça vous convient? D'accord. Oui. Voilà. Donc voilà, notre collègue expliquait l'utilisation de l'outil, notamment de la 3D, qui lui permettait de voir, on le voit à l'image, de façon très intuitive, les zones d'ombrage. Et en plus de ça, il y a aussi l'effet waouh de la 3D, on ne va pas se mentir, ce qui permet aussi des fois de convaincre les élus. Il ne faut pas du tout négliger ça dans la façon dont on travaille en collectivité en France, c'est qu'il faut aussi montrer des choses. C'est là aussi que la 3D apporte quelque chose, de montrer quelque chose qui va parler à l'élu par rapport, lui, au bâtiment, il va tout de suite voir le bâtiment devant lequel il passe tous les jours d'une autre façon. Je laisserai tout le monde le regarder, voilà, tête reposée. Vous voyez quelques copies d'écran ici rapidement. Je ne sais pas combien il nous reste de temps, Geneviève. 2 minutes. Oui, 2 minutes, exact. Eh ben, on va accélérer. Vous pourrez regarder les copies d'écran tête reposée avec les ombrages, l'usage des données sous QGIS, c'est des données qui sont libres en open data. Et pour terminer, je laisserai Frédéric parler de la suite.
C'est très important de sortir de la technique et, comme je disais, de passer du temps à accompagner les non-sachants sur ces données. Vous voyez ici des extraits de documents Word, tout simplement, qui réunissent des copies d'écran, de cartes, de bâtiments en 3D, pour amener une synthèse aux maires et qui vont vraiment illustrer leur bâti, et qu'ils puissent comprendre, voilà, avec les cartes et avec des données, leur situation au regard de ces investissements dans le photovoltaïque. Oui, alors du coup, à l'issue de ces travaux, on s'est dit que bon, l'API PVGIS, il y a une API PVGIS qui permet de procéder à ces calculs et plutôt de le faire, j'allais dire, de manière un peu, en tous les cas, en ligne de commande. On s'est dit que ça serait intéressant de pouvoir proposer cet outil à travers l'interface de QGIS. Et donc, on a fait développer par la société Oslandia une petite extension qui permet d'exploiter tout le potentiel de PVGIS dès l'instant où en fait on a des données de toiture en entrée pour produire de façon assez simple ces données de potentiel solaire. Donc j'en parle parce qu'il est sorti très récemment, il y a une quinzaine de jours, et qu'il est disponible. Et dès l'instant où en fait on a des fichiers de toiture à lui donner, très simplement, il vous permet de calculer les indicateurs qu'on vient de vous présenter. Juste pour conclure, puisque le thème c'était l'adaptation des collectivités aux enjeux climatiques et environnementaux, deux autres exemples de projets qui sont en cours en Auvergne-Rhône-Alpes, parmi d'autres, hein. On va faire réaliser très prochainement des orthophotographies nocturnes, notamment pour la modélisation de la pollution lumineuse, qui est un enjeu en France important, notamment dans les zones urbaines, pour l'élaboration de trames noires. Qui vise notamment à protéger la biodiversité nocturne, mais elle a également d'autres intérêts, notamment en termes de sécurité, en termes évidemment d'économie d'énergie. Et donc, on va être amené à réaliser ce type d'acquisition sur quelques métropoles de notre région. Et puis enfin, tout dernier exemple, on a été amené depuis un an, et on l'a reproduit encore cette année, à l'occasion d'épisodes de canicule, à réaliser des thermographies estivales. On a plutôt l'habitude d'entendre parler de thermographie en hiver pour la déperdition thermique des bâtiments. Là, pour le coup, nous, on l'a fait en été pour identifier les îlots de chaleur et les îlots de fraîcheur de façon très, très factuelle, pour qu'ensuite les collectivités puissent mettre en œuvre les politiques qui vont bien pour en réduire les effets. Et donc, on continue ce travail, on continuera probablement ce travail l'été prochain, en volant d'autres collectivités pour leur fournir ce type d'informations. Tout ça est évidemment financé sur nos fonds propres, mais pas que. C'est financé également par l'Union européenne. Et voilà, et donc l'idée, c'est qu'on fournisse finalement une boîte à outils qui sert aux collectivités pour répondre à leurs politiques, aux missions qui sont les leurs. Merci beaucoup, messieurs. C'était très intéressant. Je ne sais pas s'il y avait des questions des gens présents au webinaire. Moi, j'en ai une, s'il n'y en a pas qui se manifestent tout de suite. C'était plus au niveau de l'utilisation de l'extension dans QGIS. Est-ce que vous avez eu des retours de collectivités qui ont pu l'essayer ou qui sont intéressées à aller de l'avant avec une initiative? Alors, c'est tout neuf, hein. La peinture, elle est à peine sèche. D'accord. Donc, on a eu assez peu de retours. Par contre, il y a un intérêt qui est certain, hein, quand on a fait la publication de l'extension. Il y a beaucoup de gens qui ont réagi. Par contre, on n'a pas encore de retour. Et puis, ils n'ont pas l'obligation de nous faire un retour non plus. D'accord. Et j'en profite aussi pour dire que toutes les données qu'on est amené à produire sont en open data. Donc, il y a effectivement des gens, des laboratoires de recherche, mais pas que, qui s'emparent de ces données pour produire de la valeur ajoutée. Donc, c'est aussi l'intérêt de notre travail. Merci beaucoup. Je pense à Hydro-Québec, ça peut être intéressant là, d'aller explorer ces jeux de données-là. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur les projets spécifiques, que ce soit dans la ville de Sainte-Julie ou au département? Ah, merci pour le lien. Ou sur les crises, n'hésitez pas à poser votre question. Ça, c'est beau.
Pas de questions. Moi, j'avais une question effectivement par rapport au projet présenté par Sainte-Julie sur aussi le rôle d'IVEO et la réplicabilité de ce projet sur d'autres communes. Vous disiez que c'est quelque chose qui avait inspiré aussi. Voilà, est-ce que vous partagez des expériences? Est-ce que c'est les méthodes et le rôle d'IVEO un petit peu dans la dissémination? Oui, donc, merci Élise pour la question. IVEO a servi de maillage. Donc, IVEO, c'est un courtier d'innovation qui nous met en contact, là, comme expliquait Benoît, met les villes qui souhaitent essayer des solutions en contact avec des startups peuvent développer ensemble. Et nous, ce partenariat-là nous a permis de déposer un projet ou défi d'innovation et d'avoir la subvention associée. Oui, notre expérience a fait en sorte que, effectivement, en contrepartie, si vous voulez, de la subvention qu'on a reçue, on doit faire un partage d'expérience avec d'autres villes. Et oui, s'inspirer des villes à s'intéresser davantage à l'actif qui est l'arbre puis à tout le potentiel d'écofiscalité qui vient avec. Okay. Parce que Mélanie, avant ce projet-là, c'était quoi les données que vous aviez sur la foresterie urbaine? Y avait-tu... Très peu, très peu. On avait les données des arbres qu'on avait plantés nous-mêmes, là, mais au-delà de ça, on n'avait pratiquement pas de données là, sur le couvert végétal. On avait des données qui provenaient de la CMM sur la canopée, là, mais rien de plus. Là. Donc, c'est sûr que, par exemple, lors de la crise de la grille du frêne, qui est une maladie qui a décimé tous les frênes du territoire, on s'est rendu compte que c'était une lacune de ne pas savoir combien de frênes on avait et où ils étaient, puis est-ce qu'ils étaient centralisés à un endroit qui deviendrait éventuellement privé de végétation suite à l'abattage des frênes. D'accord. Parfait, merci. Peut-être une dernière chance de poser une question. Puis sachez, c'est ça que c'est vraiment du matériel intéressant pour d'autres villes, d'autres communes qui voudraient passer à l'action ou qui ont ces sujets-là les interpellent. Donc, nous, on va déposer ça dans une section de ressources qui va pouvoir être réécoutée, puis même chose au niveau des diapos. Puis on vous remercie là, de votre présence. Puis on est très content de pouvoir avoir un maillage entre la France et le Québec au niveau géonumérique. Voilà. Merci beaucoup, tous les intervenants. Merci beaucoup à tous, vraiment. Puis Merci passez une Merci belle fin de journée. Au plaisir. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Donc, je t'enverrai quelques notes, Geneviève. Parfait. Si tu veux, un peu brut, mais ça peut servir de base. Oui, parfait. Et j'espère pas avoir les mêmes difficultés pour récupérer l'enregistrement que la dernière fois. Laisse-moi savoir, puis on se reparle à ce niveau-là. Très bien. Merci beaucoup en tout cas et bonne fin de journée. Au revoir.